Bienvenue dans ce webinaire du CAREP dans lequel nous avons le plaisir d'accueillir la sociologue et militante féministe Zahra Ali, franco-irakienne, qui enseigne la sociologie à Rutgers University, une grande université publique américaine, et qui est connu notamment pour être l'auteur de l'essai Féminisme islamique, qui a été publié par La Fabrique en 2012 et republié en 2020, qui a fait couler beaucoup d'encre. Zahra est aussi une spécialiste des mouvements sociaux et elle est notamment l'auteure d'un important travail sur les mobilisations sociales et politiques des femmes irakiennes. Elle a mené plusieurs ethnographies des mouvements féministes dans l'Irak post-Saddam notamment. Elle a soutenu d'abord une thèse à l'EHESS qui a ensuite donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle Women and Gender in Iraq Between Nation Building and Fragmentation, qui a été publié aux presses universitaires de Cambridge et qui est en cours de traduction en français aux éditions Sileps. Alors, les travaux de Zahra sont marqués par plusieurs idées fortes. Je vais en citer seulement deux. Je parle sous son contrôle, bien sûr. D'abord, à mon sens, l'idée que l'Irak, qui est un pays qui a connu des formes extrêmes de violence de genre, avec les guerres de milices, puis l'avènement de l'État islamique notamment, a été pourtant de longue date un espace de mobilisation féministe importante qui n'ont jamais vraiment cessé et sur lesquels on aura, j'espère, l'occasion de revenir à l'occasion de ce webinaire. Et d'autre part, l'idée que finalement les dominations de genre et les dominations patriarcales sont liées en Irak notamment, mais de manière plus large, à des facteurs bien plus structurels que des facteurs strictement religieux et notamment liés à des situations de violence et de confessionnalisme aggravé. Alors, plus récemment, Zahra, tu t'es intéressée aux mobilisations de 2019 en Irak et notamment avec un regard bien sûr enthousiaste, comme c'était le cas de tous les chercheurs qui se sont penchés sur ces événements. Tu as à plusieurs reprises dans des essais, dans des entretiens, présenté finalement ces mouvements et ces mobilisations nouvelles comme des lieux où se reconfiguraient en tout cas de nouveaux liens possibles et de nouvelles normes de genre, et voire même comme l'imagination, l'invention d'une société utopique en miniature dans laquelle on pouvait envisager de lire les lignes d'un nouveau contrat social, par exemple. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais partir d'une citation de toi dans un article que tu as publié dans Safir al-Arabi en mars 2020 et que tu termines par ces mots. Tu dis les femmes irakiennes, je traduis, hein, se guérissent en fait de décennies de guerre et de fragmentation sociale. Donc ma première question tout simplement, et puis je te laisserai la parole pour que tu nous présentes tes recherches actuelles, notamment le livre que tu prépares, ça serait la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, donc un peu plus d'un an plus tard, tu fais le même constat et tu restes en fait sur cette lecture-là, qui est la lecture finalement d'une émancipation féministe euh, auquel aurait donné lieu cette mobilisation-là, en particulier celle d'octobre 2019. Merci vraiment beaucoup Claire pour la question et merci au CAREP de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir. J'ai vu que vous étiez très actifs et que vous aviez vraiment beaucoup de séminaires et de webinars en fait, où vous avez invité beaucoup de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses, et je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de présenter ici mon travail. Alors, oui, je suis toujours positive parce que je pense que ce qui s'est passé, ou ce qui se passe depuis octobre 2019, dans la continuité aussi d'autres mouvements sociaux qui ont commencé en Irak à partir de 2011, est quelque chose qui a un impact vraiment sur le plan sociétal.
beaucoup plus que sur le plan politique, on va dire, si on utilise le terme politique dans son sens strict. C'est-à-dire, effectivement, si on regarde la situation en Irak, aujourd'hui, par exemple, hier, on a eu un hôpital qui accueillait des patients atteints du Covid-19 qui a brûlé à El-Nasrieh dans le sud de l'Irak. Ce n'est pas le premier hôpital, ce n'est pas le premier incendie qu'on a. Donc, les questions infrastructurelles et structurelles et les questions politiques de corruption, la classe politique ne s'est pas retirée en octobre 2019, effectivement. Mais ce qui s'est passé, c'est quelque chose de beaucoup plus profond où on a des individus, on va dire, ordinaires, pas nécessairement des militants de la société civile, d'ailleurs pas nécessairement des militants ou des militantes féministes, qui donc se sont mobilisés et qui ont aussi exprimé le fait qu'ils n'avaient plus peur. Qui n'avaient plus peur de cet État milice, qui n'avaient plus peur de cet État qui réprime toute forme d'opposition, toute forme de mobilisation, qui critique même, je veux dire, qui réprime même des manifestations qui demandent l'accès à l'eau et à l'électricité. Mais alors, avant de venir là-dessus, je voudrais, et je vais montrer quelques photos, histoire que ce soit un petit peu plus agréable pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, est-ce que ça marche? Voilà. Ah, parfait. Super, ouais. C'est quand même un petit peu mieux que de voir quelqu'un parler, hein, de voir des images. Donc ça, c'est juste la book cover de mon livre que j'ai publié en 2018 et qui est maintenant en cours de traduction et qui va être traduit en français et publié au printemps prochain aux éditions Silex. Et juste pour raconter un petit peu comment j'ai commencé sur ces recherches sur les mouvements sociaux et sur le soulèvement et sur ces questions d'émancipation sur lesquelles je terminerai. Quand j'avais commencé donc, ce travail, j'étais installée en Irak et je m'intéressais vraiment aux mobilisations de femmes. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était aussi quelque part de d'écrire une her story of Iraq, c'est-à-dire une histoire de l'Irak, mais qui ne soit pas du point de vue que ce soit de l'élite et qui ne soit pas du point de vue des puissants, mais du point de vue, et non pas aussi du point de vue des hommes, mais une histoire du point de vue des femmes. Et aussi une histoire du point de vue de femmes qui ont toutes été à un moment donné de leur vie des activistes féministes ou des activistes politiques. Et donc j'ai commencé cette ethnographie que j'ai menée notamment à Bagdad, mais aussi un petit peu au Kurdistan irakien. J'ai un chapitre qui porte sur le Kurdistan irakien. J'avais fait du terrain à Erbil et Slemanieh. Et le livre aussi s'appuie sur une ethnographie en dehors de Bagdad, c'est-à-dire dans les villes du sud, Nejef, Koufa, Karbala, Nasrieh, un petit peu à Basra. Et le livre s'appuie sur justement l'histoire de ces femmes, sur la narration. C'est aussi une histoire orale de femmes qui sont âgées de l'âge de 20 ans à l'âge de 75 ans et qui m'ont donc raconté comment elles avaient vécu les différentes périodes de l'histoire politique, sociale et économique du pays. Et donc le livre est chronologique, il commence avec la formation d'Irak contemporain dans les années 20 et il se termine justement avec l'invasion de Daesh, qui est vraiment le moment où j'ai arrêté d'écrire. Et c'est une histoire féministe de l'Irak et c'est une histoire, c'est une her story des féminismes en Irak. Et c'est aussi une analyse, alors c'est là que je travaille, mon cadre théorique s'intéresse beaucoup au féminisme décolonial, postcolonial, aux questions d'imbrication, des questions de genre, avec les questions de nation, d'État et de religion. Donc l'idée, c'est de comprendre comment est-ce que ces imbrications, est-ce qu'elles étaient pertinentes, comment est-ce qu'elles fonctionnaient, on va dire, au moment de la formation de l'Irak, comment elles fonctionnaient dans les années 50, 60, etc., jusqu'à de nos jours. Et souvent, j'insiste sur cette idée du code du statut personnel, non pas parce que je m'intéresse qu'aux questions juridiques, au contraire d'ailleurs, et j'ai cet argument justement dans le livre qui est de critiquer le fait qu'on a tendance à limiter les questions de genre aux questions de droit qui sont importantes, mais qui offrent quand même qu'une vision extrêmement limitée des réalités sociales, politiques, et je m'intéresse justement à la matérialité de la vie quotidienne, en contestant justement toutes ces recherches, ou on va dire en critiquant
c'est toujours une contribution que j'apporte à ces études, qui s'intéressent notamment beaucoup au discours, aux questions juridiques, etc. Dans mes recherches, j'essaye de connecter ces discours avec les réalités matérielles. Et c'est aussi une intervention épistémologique, quelque part aussi. C'est comment on fait de la recherche. Qu'est-ce que le sens aussi de faire une ethnographie, quelle est la place qu'on donne aussi à nos interlocutrices, dans le cas de mon livre, dans la production de ce savoir. Et donc, dans le livre, j'insiste beaucoup sur non seulement ce que ces femmes ont raconté sur leur vécu, mais aussi la manière dont l'entretien se déroule, le contexte aussi de cet entretien, le fait qu'au moment où on se parle où ces femmes me racontent leur vie, où je les suis dans différents endroits, ou que je participe à des mobilisations, il y a une coupure d'électricité, une explosion, le fait que juste pour arriver au lieu, par exemple, où je conduis un entretien, je dois passer, à l'époque où je faisais du terrain, donc les choses sont assez différentes aujourd'hui, même si pas tant que ça, mais on va dire qu'on a moins de checkpoints à Bagdad, mais quand je conduisais mon terrain, on était encore dans la guerre confessionnelle, dans la guerre civile, et que juste pour aller vers le lieu de mon entretien, je dois passer un certain nombre de checkpoints. J'arrive dans le lieu où justement cette organisation féministe travaille, mais il n'y a pas, par exemple, de panneaux où le nom de l'organisation n'apparaît pas, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour une organisation de donner son adresse. Donc tout ça, c'est vraiment essentiel, et c'est aussi essentiel que ce que ces femmes me disent sur leur vie, et aussi sur leur représentation, sur leur manière de décliner leur féminisme, leurs différentes manières de décliner leur féminisme. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu une intervention sur le plan de ma méthodologie. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que l'Irak, à la différence d'autres pays de la région, était un pays où la culture politique était vraiment une culture politique de gauche, anti-impérialiste, jusque dans les années 80. Et ça a joué un rôle extrêmement central dans la militance des femmes. Et je le cite souvent comme exemple, parce que je pense que c'est un exemple qui est extrêmement révélateur, qui est celui de Nezihet Delaimi, qui était une militante féministe, qui était aussi une médecin, et qui était médecin gynécologue d'ailleurs, et qui était la première femme ministre arabe, et elle était ministre des municipalités dans le gouvernement révolutionnaire de Abdelkarim Qassem. Et elle était aussi la fondatrice de Rabitat al-Mar'a al-Iraqiyya, l'Union des femmes irakiennes, qui était une organisation féministe qui faisait aussi partie du Parti communiste irakien. Donc, sa participation, ainsi que la participation de nombreuses militantes féministes, alors il y avait différents débats, il y avait les féministes, on va dire, plus nationalistes qui étaient aussi présentes, un petit peu plus, je dirais, conservatrices que les féministes, on va dire, d'extrême gauche à l'époque, mais il y a eu cette participation justement à l'écriture de ce code du statut personnel qui est un code, le code de la famille. Donc ça, celles et ceux qui sont familier avec tous ces débats autour de la question postcoloniale, c'est vraiment issu de ce débat postcolonial avec cette nouvelle république qui s'établit et qui finalement, en fait, s'affirme en tant que république musulmane à travers le corps des femmes et à travers les questions de genre et de sexualité, donc à travers ce code du statut personnel qui réunit les questions de mariage, de divorce, d'héritage, etc. Et malgré tout, donc, ce code restait patriarcal, mais il réunissait les jurisprudences sunnites et chiites, et aussi c'était un code qui, pour l'époque, était l'un des plus progressistes de la région, puisqu'il limitait les mariages à l'intérieur de la cour, du tribunal, c'est-à-dire d'un juge qui est nommé par l'État, et qui limitait justement l'âge du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans, et aussi qui garantissait, et ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, l'égalité dans l'héritage entre les sexes pour certains cas, dans certaines catégories de terres. Donc ça, c'était vraiment, donc on va dire, un cadre auquel les féministes ont participé. Évidemment, il y a eu une évolution dans les années 70 sous l'autoritarisme, dans le cadre du régime autoritaire, et puis une évolution dans les années évidemment 80 avec la guerre en Irak, où quand on suit vraiment le développement de ce code du statut personnel et des différentes réformes de ce code du statut personnel, on s'aperçoit
que voilà, dès qu'il y a changement au niveau politique, de régime, dès qu'il y a changement idéologique, ça a directement un impact sur les questions de droits des femmes. Et à partir des années 80, il y a toute une terminologie beaucoup plus, on va dire, religieuse, islamo-tribale qui commence à être utilisée par le régime. Et c'est vraiment après aussi, dans les années 90, qu'on va avoir cette campagne de foi lancée par le régime du Baas, mais dans un contexte qui est un contexte absolument terrible, qui est un contexte de crise économique, humanitaire, parce que après donc ces 8 ans de guerre atroce donc, qu'a connu donc, entre l'Iran et l'Irak, on a eu donc, dans les années 90 les bombardements de la coalition qui n'étaient pas du tout des frappes chirurgicales, qui ont vraiment qui étaient des frappes sur les infrastructures d'électricité, d'eau, sur les ponts, les écoles, etc. Et à partir de 91, l'embargo, donc le plus cruel qu'on ait jamais imposé à un pays, donc qui a vraiment plongé la population dans la pauvreté. Ça a vraiment détruit la classe moyenne. Ça a eu un impact réel sur les relations sociales au quotidien, sur la fabrique du tissu social. Donc, il y a par exemple une recherche en particulier sur l'impact de cet embargo sur les femmes et qui montre justement l'émergence de nouvelles formes de patriarcat, parce que aussi les femmes travaillaient notamment dans le secteur public et que ce secteur public a été absolument décimé par l'embargo, où justement le salaire ne permettait même pas la survie, ne permettait même pas de pouvoir se rendre au travail. Et ça, vraiment, je l'ai documenté beaucoup dans mon livre, et ça, c'est une période vraiment importante à comprendre, parce que c'est là que les changements vraiment au niveau social et sociétal, politique, etc., commencent à émerger. C'est de cette période-là qu'on a tous ces conservatismes, que ce soit des conservatismes sociaux ou des conservatismes religieux qui commencent à émerger. Et donc, 2003, c'est véritablement l'exacerbation de cette réalité-là. Et on a les Américains qui finalement continuent une campagne de destruction qu'ils ont commencé dans les années 90 et qui mettent en place un régime politique qui repose sur les appartenances confessionnelles, ethniques et religieuses, c'est-à-dire en d'autres termes qui institutionnalise le racisme quelque part en Irak, dans le sens où on ne peut pas exister politiquement si on n'appartient pas, donc si on ne se décline pas soit arabe ou kurde ou sunnite ou chiite ou chrétien, musulman, etc. Et ça, vraiment, ça va fragmenter encore plus, je dirais, la société, le territoire aussi irakien. Si on pense, par exemple, à Bagdad, la capitale irakienne, donc suite à ça, et suite aussi à la campagne de débassification, et je veux dire, à l'invasion elle-même, je veux dire, on arrive, c'est une invasion impérialiste, on impose aussi une élite qui vient de l'étranger, qui n'a aucune légitimité à diriger un pays, et on tombe justement dans cette guerre civile confessionnelle. Et si on pense par exemple à Bagdad, la capitale de l'Irak, dans les années 2006-2007, c'est là qu'on a 70% de la capitale, des habitants de la capitale vont se déplacer, soit à l'intérieur de la capitale dans des quartiers qui sont donc homogénéisés, c'est-à-dire qu'on va se déplacer dans le quartier de sa confession, ou de son ethnicité, soit donc qu'ils se sont déplacés en dehors de Bagdad, ou soit même en dehors du pays, puisqu'on a eu ces vagues justement d'exil et de réfugiés en 2006-2007. 2006-2007, on allait jusqu'à 2000 morts par semaine. Et cette situation vraiment va aussi pousser donc une fragmentation du territoire. On a ces murs, ces murs c'est ce qu'on appelle les concrete T-walls qui sont érigés partout, qui divisent les quartiers. Et on a une extrême militarisation. Donc on a des soldats qui sont à tous les coins de rue, armés. On a aussi ce développement de milices qui sont liées à l'élite politique et qui décident vraiment, qui décident de comment on doit s'habiller, qui décident de qui peut travailler dans un quartier, qui sont vraiment placés dans ces checkpoints à l'entrée des quartiers. Et ça a un impact vraiment fondamental sur la vie quotidienne des femmes, sur le corps des femmes, sur ce qu'elles peuvent porter, sur où est-ce qu'elles peuvent se déplacer, sur le contrôle de leur sexualité. Et on a non seulement, c'est aussi des forces qui font la promotion
de vision extrêmement hétéronormative. Donc, on a évidemment un contrôle sur le corps des femmes, mais aussi un contrôle sur le corps des hommes. On a, par exemple, si un jeune homme passe un checkpoint et qu'il porte un skinny jeans, il peut être arrêté justement par une milice. Donc, on a vraiment un contrôle à tous les niveaux et une militarisation généralisée. Et ça se passe aussi en même temps qu'on a justement une remise en question absolument fondamentale de ce régime de droits des femmes, du Code du statut personnel. Alors la première chose qui est faite en 2003 à l'initiative d'un des partis qui est arrivé un des partis politiques qui est arrivé avec les forces américaines, c'est de questionner, de demander tout simplement d'abolir le code du statut personnel et de le remplacer par un code du statut personnel basé sur la confession. Et donc, vraiment, c'est important, je rappelle toujours ça, le fait que les premières manifestations de la société civile à partir de l'invasion américaine, ce sont des manifestations de femmes. Et ce sont des manifestations féministes qui, justement, s'attaquent à cette tentative d'abolition d'un cadre qui n'est pas parfait, qui a été réformé de manière extrêmement conservatrice dans les années 90, mais qui garantit quand même un minimum pour les femmes. Et donc, par exemple, cette photo, c'est une photo qui a été prise au centre de Bagdad. Il faut savoir que depuis 2003, il n'y a pas une année en Irak où on n'a pas cette tentative. Donc, la tentative la plus récente, qui est celle qui a été nommée la tentative de la loi Ja'fari. Le Ja'fari, c'est le nom en fait du courant majoritaire chiite en Irak. Et donc, elle a été faite, par exemple, cette manifestation, elle est plutôt récente. Elle est dans Shara al-Mutanabi, au centre de Bagdad, contre justement cette loi Ja'fari qui pourrait, si elle était, donc ça a été soumis au Parlement plusieurs fois, refusée grâce à la mobilisation des femmes et des féministes, mais aussi, et ça je pense c'est important de le dire, grâce au fait que la société irakienne est dans le refus de cette... donc c'est vraiment il y a aussi des logiques très partisanes, des logiques aussi de lutte de pouvoir à l'intérieur des différentes fractions chiites qui sont au pouvoir en Irak depuis 2003. Et donc ça, c'est une manifestation qui, justement, dénonce la confessionnalisation de la question des droits des femmes et donc l'atteinte et qui demande tout simplement, justement, de préserver déjà ce qu'on a. Et c'est ça qui est important de dire, c'est que même s'il y a des initiatives, justement, de féministes qui aimeraient, justement, étendre les droits des femmes, c'est-à-dire à demander une réforme du code du statut personnel, des réformes beaucoup plus progressistes, de faire en sorte que ce code soit moins patriarcal, une réforme du code pénal, de tout un tas d'articles extrêmement discriminants. On est dans une situation justement où, en fait, les féministes ne peuvent que demander la préservation de droits qui sont extrêmement limités, au lieu de pouvoir pousser pour plus de droits. Donc, et je pense que c'est aussi important de dire que donc depuis 2003, les féministes ne se sont pas uniquement mobilisées sur des questions juridiques, mais elles sont vraiment ce qu'on appelle vraiment at the front line. C'est vraiment au premier rang des manifestations et des mobilisations pour plus de droits sociaux, vraiment parce que depuis 2003, vraiment les questions infrastructurelles, parce qu'il y a véritablement, l'État a été détruit depuis les années 90 et donc on a un manque, on a une totale des institutions qui sont absolument défaillantes, dysfonctionnelles, pas de services, donc l'éducation est privatisée, la santé est privatisée, l'électricité est privatisée, l'eau est privatisée. Et donc, vraiment, il y a cette mobilisation aussi sur des questions de vie quotidienne, sur des questions de survie aussi. Et les femmes et les féministes sont extrêmement investies là-dessus, tout en étant aussi dans une situation où on a ce que j'ai appelé la NGOization, c'est-à-dire qu'on a l'existence de ces fonds, de ces fonds, notamment des fonds américains au début de l'invasion, qui cherchait justement à justifier l'invasion avec ces notions très impérialistes et coloniales de libérer les femmes, et qui ont donc distribué ces millions de dollars pour des campagnes qui étaient censées être des campagnes de ce qu'on appelait le gender mainstreaming, woman empowerment. Donc, et on voit vraiment toutes ces contradictions, et je dis toujours que donc c'est là que la critique féministe est vraiment fondamentale. On voit le lien entre des questions politiques et des questions infrastructurelles et structurelles.
Il y a vraiment ces intersections où les femmes et les féministes irakiennes mettent bien en valeur le fait que, bon, il y a un pragmatisme quand même, on utilise ces fonds, mais on met aussi en valeur le fait qu'il y a des questions infrastructurelles, structurelles qu'il faut... et aussi les questions de violence, c'est-à-dire les questions de cette, en anglais, je dirais, militiazation, le fait qu'on est vraiment dans un état milice en Irak. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut aussi parler justement de mes recherches plus récentes sur les mouvements sociaux. Et on a eu, donc ça c'est une photo à Basra, donc, qui est une province du sud de l'Irak, qui est la province dont 90% des ressources pétrolières sont extraites. Donc c'est la province vraiment de l'extractivisme. C'est une province qui n'a pas d'infrastructure, où les habitants, là on est dans une chaleur absolument extrême. Donc il y a aussi toute cette toxicité de l'extractivisme. Il y a un manque infrastructurel, pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, alors qu'il fait 50 degrés en été. Et le Basra a toujours été la ville d'où les mobilisations, tous les mouvements sociaux qu'on a connus, notamment depuis 2011, ont toujours commencé à Basra. Ils ont toujours commencé quand on avait justement des manifestations, des personnes, souvent des jeunes hommes, qui manifestaient pour demander un droit à l'emploi ou pour justement dénoncer la corruption structurelle qui fait que on n'a toujours pas d'eau et d'électricité, etc. Et à chaque fois, un jeune homme se faisait tuer par les forces de sécurité ou par les milices associées au régime établi. Et donc, mais malgré la répression, donc on a commencé par exemple en 2015, le mouvement massif qu'on a eu, le slogan c'était Bismeddin Bagon El Harami, donc au nom de la religion, on a été volé par des bandits. Et donc, c'est là qu'on voit cette société civile qui ne dénonce pas uniquement, donc qui dénonce l'instrumentalisation du religieux par cette élite islamiste qui est arrivée avec les forces américaines et qui donc décrit. Donc, c'est là aussi, je pense que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une critique à la fois politique, infrastructurelle, mais il y a aussi une critique sociétale. C'est-à-dire que dès le départ, les manifestations de 2015, on a vraiment cette critique aussi qui est adressée aux normes religieuses et aux normes de genre qui s'imposent aux gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans on veut de l'électricité et de l'eau, mais on est aussi dans des logiques on veut vivre une vie de jeune, on veut vivre une vie libre aussi, libre et de ne pas se faire tuer parce qu'on ne veut pas être religieux ou parce qu'on n'appartient pas à telle ou telle confession. Et donc, à Basra, on a vraiment une radicalisation, je dirais, de ces mouvements où il y a ce slogan, par exemple, Kella l'Ahzab, donc non aux partis politiques qui commencent à émerger. Et ça a donné lieu vraiment, donc c'est dans la continuité de tous ces mouvements qu'on a eu le soulèvement d'octobre 2019. Et ce soulèvement d'octobre, ce qui a vraiment changé la donne de manière fondamentale, donc ce qui a fait que ce n'était pas juste un autre mouvement. Tous les étés, on a toujours des soulèvements ou des mouvements, je dirais, des mouvements de protestation, des manifestations de rue spontanées, etc. Ce qui a fait basculer ces manifestations vers le soulèvement, vraiment ce qu'on appelle en Irak Thawra Tashrin, la révolution d'octobre, c'est la participation des femmes. Et je dirais, ce n'est pas la participation des féministes ou des militantes organisées, c'est la participation des femmes, notamment des jeunes femmes, mais aussi des femmes de tout âge. Et donc, le slogan du soulèvement d'octobre 2019, c'est « Nrid Watan », donc on veut un pays. On veut un pays qui fonctionne, on veut un pays où on veut vivre. C'est aussi un des slogans très importants, notamment pour les jeunes femmes. On veut vivre libre, on veut vivre une vie qui est digne, non seulement l'accès donc à la santé, à l'éducation, à l'emploi, au logement, mais on veut aussi vivre une vie où on peut être divers, où on peut s'habiller comme on veut. Et un des arguments justement que je fais, que j'ai dans mes recherches et dans le livre actuel sur lequel je travaille, sur justement cette Thawra Tashrin, sur donc le soulèvement d'octobre 2019, c'est de dire que là, on a une redéfinition aussi du politique lui-même. Parce qu'on a justement, depuis octobre 2019, une situation où
c'est autant politique, donc pendant ces mois, c'est presque un an où les manifestants ont occupé ces places, la place Tahrir à Bagdad et d'autres places dans tout l'Irak, et qui ont, donc ils y ont établi, elles y ont établi leur société miniature utopique, etc., avec des services gratuits, où les gens se rencontrent, où les gens aussi guérissent de tellement de traumatismes, et aussi font la promotion d'un nouveau contrat social. Je pense que là, sur le plan de la définition de ce qui est politique, il y a quelque chose de fondamental, c'est que on a une mise à égalité je dirais, de slogans et de demandes qui vont par exemple, demander l'organisation de nouvelles élections parlementaires à des demandes qui sont le droit à avoir des cheveux bouclés, par exemple. Et c'est là qu'on voit vraiment une redéfinition des questions politiques, c'est-à-dire que finalement, l'un et l'autre sont mis à égalité. Et donc, on a une extension de l'imagination politique, on a une production d'un discours, on a une production d'un espace, un espace discursif, par exemple, cette notion de Medani est très très centrale. Donc Medanieh, c'est beaucoup de choses d'ailleurs. Le Medanieh, c'est justement le droit d'avoir des cheveux bouclés, et en même temps c'est une contestation de la privatisation de l'espace public, c'est une contestation de la militarisation de la société, c'est une contestation justement de la confessionnalisation, de la politisation des identités. C'est aussi le droit à la ville. Je pense qu'il y a aussi cette notion dans Medanieh, il y a aussi le mot Médine. Donc il y a aussi toute une, je dirais, une sociologie urbaine aussi à faire de ce soulèvement. Et de manière extrêmement donc fondamentale. Donc, il y a aussi, je veux dire, les gens qui se rencontrent de différentes classes sociales. Donc, par exemple, cette photo qui est une photo légendaire, on va dire, de ces légendaires conducteurs de tuk-tuk qui ont été vraiment les leaders de ce mouvement, qui sont donc, les conducteurs de tuk-tuk étaient des individus pas particulièrement respectés, de milieux pauvres, et ils ont été vraiment les héros de cette révolution, parce qu'ils étaient aussi ceux qui donc transpercer les blessés de tous ces morts, de ces centaines de morts, plus de 700 morts depuis le début donc du soulèvement, qui ont été tués donc de militants pacifistes, donc non armés, qui ont été tués par les forces de sécurité ou par les milices, et donc les tuk-tuk, les conducteurs de tuk-tuk étaient les ambulanciers durant la révolution. Donc on a aussi des personnes qui sont normalement, je dirais, totalement à la marge, qui sont considérés non importants, qui deviennent vraiment au centre du politique. Et peut-être que là aussi, il y a cette notion d'émancipation un petit peu du point de vue ranciérien, mais je dirais un peu plus, qui va un peu plus loin que Rancière, dans le sens où non seulement ces manifestants ont prouvé qu'ils étaient, je dirais, non seulement ces personnes à la marge sont devenues au centre du politique et ont défini le politique, et ont prouvé donc leur égalité, mais je pense aussi qu'ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs que l'élite politique donc par exemple, dans la place Tahrir, on a eu de l'électricité, on a eu de l'eau potable distribuée, on a eu des cliniques gratuites, des cinémas, des théâtres, donc, et tout un tas de services aussi offerts. Et de manière, je pense, extrêmement... Donc ça, par exemple, c'est une autre photo que j'ai prise en décembre dans la place Tahrir. Donc cet immeuble, par exemple, qu'on appelait le restaurant turc, qui a été renommé par les manifestants la montagne de Uhud, donc en référence à cette bataille prophétique de Uhud. Donc on voit vraiment ces tentes établies pendant presque un an dans cette place. Donc ça, par exemple, c'est une photo d'une manifestation. Donc on a voilà, des syndicats, des étudiants. Là, par exemple, ce sont les étudiants de l'université de médecine qui participent aux manifestations, donc qui ont rejoint justement les rangs de ce soulèvement. Et ça, c'est une manifestation qui s'appelait Banatek ya Watan, donc c'est tes filles au pays, c'est ça que ça veut dire, qui a été organisée dans le cadre, en février 2020, dans le cadre du soulèvement. Et ça, c'est assez fondamental, parce que ce soulèvement, vraiment, la répression du soulèvement a été extrêmement genrée, extrêmement hétéronormative et extrêmement sexuelle. Les questions sexuelles étaient centrales dans la répression du soulèvement. C'est-à-dire le discours qui a été utilisé
par l'élite politique, et les milices était un discours qui justement décrivait les manifestants comme portant atteinte aux normes religieuses et aux normes sociétales, donc qui faisait tout un tas de choses non licites, illicites sous les tentes dans les places des manifestations. Et il y a eu une réponse, par exemple, Benatek ya Watan dans les réseaux sociaux a été retournée donc par justement ces qu'on appelle les duyush électroniques, c'est-à-dire les armées sur les réseaux sociaux justement de l'élite politique, et qui avait été retournée. Donc t'es prostituée au pays. Donc les femmes qui participent au soulèvement ont été décrites comme des prostituées. Et tout, donc le soulèvement, par exemple, on voit donc ça, ça fait partie des centaines et centaines d'œuvres d'art et de peintures qui ont été faites toutes autour de la place Tahrir, et ici dans un tunnel qui nous conduit à la place Tahrir. Et là, on voit ce slogan, les femmes de Thawra Tishrin, donc les femmes de la révolution d'octobre, sont des révolutionnaires et non pas des prostituées. Et il y a eu vraiment tout ce discours, le discours des manifestants d'octobre a été extrêmement genré. Donc on a eu par exemple le slogan qui a été aussi un slogan très central pendant en Égypte, justement en 2011, qui était La mu'awra sawt al-mar'a thawra. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui est dont on doit avoir honte, mais la voix des femmes est une révolution. Et donc vraiment, la réponse extrêmement genrée à cette répression extrêmement hétéronormative a été très très forte. Et je pense que de ce point de vue-là, à la fois on peut dire que bien qu'il n'y a pas eu d'agenda spécifiquement féministe, donc le soulèvement a apporté, le soulèvement extrêmement, je dirais, genré, à des dimensions extrêmement genrées. Malgré ça, je dirais que ça étend notre imagination féministe, parce que je pense que ça nous pose des questions qui sont, je dirais, au-delà de nos cadres féministes de pensée. Je dirais que ce que je mobilise un petit peu comme cadre théorique, c'est notamment, donc, comme je disais, les questions d'émancipation et les questions de production d'espace. Je pense vraiment que le soulèvement d'octobre, c'était un soulèvement qui a aussi posé des questions de célébration de la vie contre les forces de mort. Et ça, je pense que c'est aussi une production d'espace qui est imaginaire, qui est beaucoup plus profond que simplement de demander quelque chose, par exemple en tant que femme ou en tant que... D'ailleurs, il n'y a aucun groupe, c'est pas que les femmes qui n'avaient pas d'agenda spécifiquement féministe. Il n'y a pas eu, par exemple, pendant le soulèvement, un agenda spécifiquement pour les travailleurs ou les personnes handicapées. Tout le monde s'est un petit peu allié à cette question de Nrid Watan, donc on veut un pays. Donc ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important de le soulever, parce que je pense que ça pose des questions et ça ouvre une imagination, donc que ce soit discursive, sur des questions aussi matérielles, ce qui a été proposé sur ces espaces, et aussi même un imaginaire. Par exemple, je mobilise un petit peu aussi cette sociologie de l'imaginaire, par exemple de Gilbert Durand, qui parle, parce que vraiment le leitmotiv, comme on dit, quand j'ai interrogé toutes les personnes qui ont participé, de nombreuses personnes qui ont participé, donc que ce soit des jeunes femmes, des jeunes hommes, des personnes plus âgées, que ce soit des mendiants, des mendiantes, des conducteurs de tuk-tuk, sur pourquoi, donc quelle est la raison de votre participation. Ce qui a été dit, c'était nous, on est à Tahrir parce qu'on veut honorer la mémoire des martyrs, donc des shuhada, c'est-à-dire qu'on est là parce que dès les premières semaines du soulèvement, on a eu les premières semaines, on a eu 150 morts. C'était absolument atroce, c'était un véritable massacre. Et c'est là, justement, c'est toujours d'ailleurs, c'est le cas de l'Irak et de beaucoup d'autres contextes, c'est que c'est la violence et la répression, donc cette nécropolitique, c'est-à-dire ces forces de mort qui font réagir les gens, qui justement expriment
qui exprime le fait qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur de ces forces de mort, et ils sont là pour célébrer la vie et pour honorer justement ces personnes tuées. Donc là, on a vraiment quelque chose, et en Irak, par exemple, notamment, Thawrat Tishrin a été beaucoup associé à, par exemple, Thawrat de l'imam Hussein, la révolution de l'imam Hussein, qui est très, très fondamentale dans l'imaginaire chiite en Irak et ailleurs. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose il y a une imagination, il y a une écriture collective de l'histoire où tout le monde participe, et les femmes sont présentes pour négocier justement ce nouveau contrat social, pour négocier aussi l'écriture de cette histoire, et donc de manière, je dirais, pas nécessairement pas patriarcale, parce que ça reste, je veux dire, les contestations restent malheureusement assez limitées, mais un peu moins patriarcale, moins militarisée, moins privatisée, donc cette idée justement de la réappropriation de l'espace, et ça ouvre vraiment une possibilité et une imagination féministe. Donc je vais m'arrêter là. Merci Zara. En fait, tu établis clairement un lien entre la dégradation de la condition des femmes au fil du temps et la dislocation de l'État. Et de la même manière, enfin, en tout cas, toutes les attaques dont l'État irakien est victime petit à petit jusqu'à une espèce de dislocation fragmentaire comme ça. Et de la même manière, on sent bien que tu établis un lien entre la spécificité, enfin le renouvellement des représentations politiques qui sont à l'œuvre en octobre 2019 et la présence massive des femmes. D'ailleurs, tu dis quelque part aussi dans un de tes travaux et ça c'est très marquant, c'est qu'il y a ce courant qui naît d'appeler quelqu'un par le nom de sa mère plus que par le nom de son père, par exemple. Tout à fait, ouais. Et tu pourras peut-être y revenir parce que c'est passionnant, même au niveau voilà, des situations discursives, etc. Mais du coup, en fait, ce que tu dis à la fin sur l'idée des forces de vie contre les forces de mort, etc., je voudrais juste savoir d'un point de vue méthodologique comment tu te situes dans tout ça, parce que moi, ça me fait beaucoup penser à Starhawk personnellement et à voilà, tout ce courant-là de pensée féministe. Et je trouve ça passionnant d'arriver à mettre voilà, sur la table des enjeux posés en ces termes, en fait. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Par exemple, voilà, l'idée de t'entendre parler de force de vie, a priori, comment c'est reçu dans le milieu scientifique, parce que ça détonne, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que j'ai été aussi quand même beaucoup inspirée des écrits d'Henri Lefebvre sur, par exemple, la Commune de Paris, même si, bon, c'est pas du tout le même contexte, etc. Mais Henri Lefebvre avait, par exemple, décrit la Commune de Paris comme une grande fête. C'était fondamentalement sa lecture de la Commune de Paris. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que je pense qu'on a vraiment besoin aussi de lectures qui ne soient pas, je dirais, superficielles. Je me suis beaucoup éloignée justement de ces... parce que dans la sociologie des mouvements sociaux, on cherche toujours aussi à définir les choses, c'est-à-dire dans les cadres qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire qu'on va utiliser soit le cadre féministe, soit on va décrire un mouvement comme étant un mouvement anticapitaliste, d'extrême gauche, anti-néolibéral, etc. Et je pense qu'il faut, et d'ailleurs je pense que vraiment les questions écologiques et aussi l'engagement théorique et politique d'une littérature féministe sur les questions écologiques nous permettent aussi d'aller même beaucoup plus loin. Justement aussi, alors d'une part, de donner la parole à ceux qui parlent, parce que je pense qu'il y a cette tendance à vouloir décrire les choses dans les cadres qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va voir un soulèvement, on va dire ah bah bon, bah c'est pareil que les gilets jaunes, où évidemment qu'il y a des parallèles, évidemment que ces questions de capitalisme, de capitalisme du désastre, etc. sont extrêmement importantes. C'est les questions d'extractivisme, les questions de toxicité, les questions d'écocide, d'urbicide. Et j'emploie et j'essaie de réfléchir avec toutes ces notions de nécropolitique, etc. Mais d'un autre côté,
je pense que justement, quand on a ces soulèvements, vraiment le cadre que j'ai trouvé plus juste à utiliser, c'est ce cadre de la production d'espace et de laisser justement les manifestantes et les manifestants, à travers la diversité de ces formes, montrer comment justement cette idée de politique est totalement redéfinie, donc à travers ce qui est fait. Et d'ailleurs, de manière intéressante, euh, à travers ce qui est fait et pas toujours ce qui est dit d'ailleurs. Et c'est là que je pense que les questions, par exemple, de body politics, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de présence du corps dans ces espaces, est absolument centrale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait collectivement quand il y a la présence de tous ces corps qui se mélangent, qui se fait, il y a du politique qui se fait, d'ailleurs pas toujours de manière volontaire de la part des gens. Et ça aussi, c'est quelque chose, quand je relisais un petit peu ces questions de production d'espace d'Henri Lefebvre, quand il parle justement du fait que les révolutions, elles se font non pas par les slogans, mais par la présence massive de ces corps, en fait, et par ces mobilisations qui créent quelque chose et ça, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, notamment dans la littérature féministe sur les questions de genre et d'espace, justement, de genre, d'espace urbain, c'est-à-dire qu'est-ce qui change dans le fait même que les gens sont présents physiquement dans ces espaces, ça challenge complètement l'ordre établi. Et c'est sûr que c'est aussi des moments, et c'est sûr que par exemple, quand on parlait un petit peu avant de commencer de l'Égypte, on a vu comment les choses se sont retournées. Et on a vu aussi comment, par exemple, l'absence d'agenda spécifique se retourne aussi contre les femmes. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et je pense qu'on n'est pas sorti non plus de ces problématiques. Toujours est-il, j'ai trouvé que relier ces questions de production d'espace, donc à différents niveaux de production, la production discursive, production matérielle et production aussi imaginaire, aux questions d'émancipation un petit peu à la manière féministe et la manière un petit peu ranciérienne, c'est-à-dire où finalement on n'est pas dans des questions politiques classiques et que le politique, c'est finalement d'être là où on ne nous attend pas. Moi, c'est ça que j'apprécie par exemple beaucoup chez Rancière, et c'est qu'on n'est pas dans un agenda, et d'ailleurs aussi, du point de vue encore méthodologique, pour revenir sur ta question plus précisément, cette idée aussi d'être situationnel, c'est-à-dire au lieu d'arriver. Et ça, c'est une question que d'ailleurs, qui est très importante dans mon livre Women and Gender in Iraq, et c'est quelque chose que je reproduis encore dans le livre sur le soulèvement sur lequel je travaille, qui est, alors d'une part, de laisser les catégories émerger d'un terrain d'enquête plutôt que d'arriver avec des catégories toutes faites. Et je pense que, par exemple, un contexte comme l'Irak, c'est un contexte où il y a eu beaucoup de production de la connaissance sur l'Irak. On a utilisé l'Irak comme une chose dont on voulait parler pour parler d'impérialisme. Pour parler, alors avec de bonnes intentions, on a de bonnes intentions, on veut parler d'invasion, on veut parler voilà, de cet impérialisme qui détruit, etc. Et alors qu'à côté, on a très très peu d'études justement ethnographiques où on s'intéresse à ce que les Irakiennes et les Irakiens eux-mêmes, comment ils ont vécu, comment toutes ces choses se sont vraiment déployées au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la vie des gens. Et ça, je pense que c'est aussi ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver en disant, bon, bah, y a ce truc néolibéral, il y a ce truc, et je vais essayer de l'imposer en essayant de voir en quoi est-ce que ces slogans finalement marchent dans mon cadre théorique. Justement, je pense que un peu la démarche ranciérienne, on a beaucoup par exemple reproché à Rancière de ne pas avoir de méthodologie. Alors, et moi, j'apprécie beaucoup ça justement, parce que cette idée que finalement, il n'y a pas de théorie politique, que tout est situationnel et contextuel et qu'on n'arrive pas aussi avec une vision préétablie de ce que serait l'émancipation, donc l'émancipation des femmes, mais de ce que serait l'émancipation des gens en général, mais que en fait finalement on se dit quand les gens sont là, on ne les attend pas. Par exemple, ces conducteurs de tuk-tuk, ces mendiantes et ces mendiants qui ont été vraiment centraux dans ce soulèvement, qui sont des personnes, je dirais, qui n'étaient même pas pensées par les militantes et les militants de la société civile. De même, je pense que vraiment ce soulèvement a été un vrai challenge pour beaucoup de militantes féministes établies qui déclinaient un peu ces questions de droits des femmes et qui se sont retrouvées là, finalement, à suivre des personnes qui déployaient une militance et des formes politiques qui étaient très très différentes de celles qu'elles connaissaient. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est une utopie qu'on a acquis, mais en tout cas, en changeant son regard, parce que sinon, justement, moi, je reviens justement d'Irak où j'étais
en train de travailler sur les productions de la connaissance avec des militants, avec des chercheurs, etc. Et on avait ces discussions, par exemple, il y a toujours ces vieilles discussions, oui, mais est-ce que la révolution a marché? Regardez, on est toujours dans ce régime politique, etc. Or, étendre l'imagination, c'est de dire, voir un petit peu les choses avec une vision du politique qui sont au-delà des élections, d'un régime politique, et regarder les choses au niveau aussi de l'émancipation humaine. Ce qui était vraiment central pendant le soulèvement, c'était aussi la joie, par exemple. Vraiment le bourgeonnement de la ville, et le fait que les gens dansaient, les gens jouaient, les gens riaient. Et ça, dans un contexte qui est le contexte de l'Irak, où on a vécu des décennies de guerre, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement politique pour moi. Et c'est quelque chose qui ne rentre pas dans un agenda strict est-ce qu'on demande, quelle est la liste de demandes, qu'est-ce que les gens demandent. C'est juste cette célébration de la vie, cette joie qui a été exprimée, et le fait aussi d'exprimer qu'on n'a pas peur, ça pour moi, c'est extrêmement politique, c'est au centre du politique. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de NGOisation. Effectivement, on voit très bien à quoi tu fais référence, à cette idée que le champ finalement de la défense du féminisme a été accaparé à coups de dollars, en fait, par un certain nombre d'organisations internationales, même si elles étaient non gouvernementales. Et dans quelle mesure est-ce que pour toi, finalement, cette NGOisation de la question féministe à laquelle peu de pays ont échappé dans la région. Exactement. Dans le monde, ouais, dans le monde. Dans quelle mesure est-ce que ça a influencé les représentations justement dont on parle, y compris celles des catégories de personnes qui n'appartenaient pas à l'activisme féministe institutionnel ou bien classique, ou en tout cas, est-ce que pour toi, le fait qu'il y ait une vraie saisine populaire en fait de ces enjeux-là permet d'éviter justement qu'on tombe dans ces représentations dominantes au fond, aussi féministes dominantes? Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, ou est-ce qu'au contraire on est dans quelque chose de beaucoup plus insidieux, un peu mainstream, qui se développe, où on a aussi un nivellement de la question féministe international en fait? Ouais, alors justement, mon cadre théorique est vraiment dans la contestation de ce qu'on a appelé un peu the international feminism. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup plus des cadres féministes transnationaux. Et dans le trans, à la différence du international, le transnational vient justement critiquer, je dirais, cette NGOisation, dans le sens où on a en réalité des modèles qui sont décrits comme étant neutres, mais qui sont des modèles souvent très néolibérales, des modèles très blancs, bourgeois, de ce que devrait être l'agenda des féministes à travers le monde, et qui aurait cette sororité, que toutes les femmes, que toutes les femmes seraient liées, qu'il y aurait un agenda commun, une émancipation commune. Et le transnational, donc dans le transnational, donc cette littérature féministe critique, replace un petit peu ces questions en disant non, le cadre dans lequel on est, c'est un cadre qui est celui du capitalisme colonial, patriarcal, donc de ces histoires impérialistes. Et s'il y a quelque chose qui lie les gens dans le monde, c'est ces histoires impérialistes et coloniales, et c'est certainement pas juste le fait d'être une femme. Et donc c'est repolitiser donc des questions qui apparaissent invisibles justement dans ces agendas. Il y a une invisibilisation de ces questions politiques et structurelles. Et ça, après, je veux pas justement, ce que moi j'ai appris en faisant du terrain, c'est vraiment tout le temps à contester mes catégories, parce que je me rends compte aussi que quand même, et je pense que c'est pas que le cas de l'Irak, c'est le cas un peu partout, c'est que les féministes sur le terrain sont quand même très très pragmatiques. C'est-à-dire qu'on va prendre l'argent de ces surtout dans un contexte où il n'y a rien d'autre en fait, parce qu'on n'a pas de service, on n'a pas d'institution qui fonctionne, donc on n'a pas trop le choix que de prendre cet argent et finalement de jongler, d'utiliser cette terminologie, et à la fois de participer à des mouvements qui justement adressent des questions beaucoup plus structurelles. Donc il y a vraiment une espèce de négociation, de bricolage, et je pense d'ailleurs que
quelque part, au fond, j'ai pas envie d'être aussi trop normative, dans le sens où je pense que des fois, il y a aussi du mérite à ces... Pourquoi pas? Par exemple, justement, ça joue, et c'est pour ça que quand je parle de production d'espace, il y a l'espace discursif, il y a l'espace matériel et imaginaire. Et je pense que, par exemple, les questions qui sont centrales dans ces NGOs, qui sont des questions juridiques, sont des questions importantes sur le point de vue de l'imaginaire discursif, par exemple. D'avoir cet imaginaire de droit reste quand même quelque chose d'important. De parler de la CEDA ou de ces questions de discrimination, c'est pas irrelevant, c'est pas non pertinent, mais c'est justement un aspect parmi tous les autres aspects. Et je pense que c'est tous les autres aspects que les mouvements sociaux, les mouvements de protestation, c'est là que justement on a des féministes qui sortent de leur comfort zone, qui sortent de ces débats de faut-il un quota de femmes dans les assemblées représentatives. Là, on n'est plus que dans des questions de combien de femmes ont été élues au Parlement irakien. Donc on ne dit pas que ces questions ne sont pas importantes, elles restent légitimes, mais on dit qu'il y a plein d'autres questions qui le sont d'autant plus. Et est-ce qu'on a vu en Irak justement un clivage, en tout cas, l'apparition d'un clivage, par exemple, comme on a pu le voir en Tunisie, justement, entre ces deux options-là, de féminisme autour notamment de la question de l'islam, de la religion, au Maghreb, on sent que c'est beaucoup plus crispé, par exemple, en Égypte aussi, ça a été le cas. Est-ce qu'il y a eu des enjeux de ce type-là en Irak? Alors en Irak, justement, j'ai tout un chapitre qui parle de ça, de cette question donc laïque versus religieux. Et ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, on se rend compte que toutes les forces politiques sont extrêmement patriarcales et normatives, qu'elles soient laïques ou religieuses. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui déclinent leur activisme politique comme étant laïques, mais qui vont utiliser cette idée, par exemple, de la culture, qui vont dire la culture irakienne ne permet pas à ce que, par exemple, donc on a ce débat sur les shelters, les women shelters, donc, qui est un débat assez central dans les mobilisations féministes depuis une dizaine d'années, autour de cette loi qui serait de lutte contre les violences domestiques et cette possibilité d'avoir des shelters qui accueilleraient des femmes victimes de violences. Et donc, par exemple, dans ce débat, on voit que toutes les forces politiques ont été extrêmement... donc, les laïcs ont utilisé le mot culture, les islamistes ont utilisé le mot religion, mais au final, tout le monde était d'accord sur le fait que personne ne veut de shelter. Et en réalité, ce qu'on voit, et ce que j'ai aussi essayé de montrer à travers cette histoire du code du statut personnel, c'est que finalement, le problème était bien le confessionnalisme, beaucoup plus que les questions laïques religieuses. Alors après, ça ne veut pas dire que justement les les conservatismes sociaux-religieux ne sont pas en jeu. Au contraire, c'est ça qu'on voit justement dans les soulèvements, notamment dans la nouvelle génération qui est fatiguée des normes religieuses imposées par ces partis politiques qui ont instrumentalisé depuis 2003 justement l'appartenance religieuse et confessionnelle. Et vraiment cette nouvelle génération qui dit nous, on veut pouvoir exister en dehors de ces catégories-là. On veut pouvoir être religieux ou non. Donc ça, c'est des notions vraiment, je pense, importantes. Mais on voit que les questions de femmes ne se limitent pas à cette pseudo-opposition vraiment religieux-laïque, parce qu'en réalité, quand on regarde dans les détails, et c'est vraiment ce que j'ai fait à travers mon ethnographie, en interviewant, en essayant de comprendre donc les différentes campagnes, comment est-ce qu'elles sont menées, est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes, ces campagnes qui sont menées par des femmes qui se déclinent religieuses ou des femmes qui se déclinent laïques, et on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence. Et qu'on est dans une situation où la mobilisation autour des questions des droits des femmes, elle reste extrêmement limitée pour tout à cause de tout ce contexte que j'ai décrit. Donc pour moi, finalement, on n'est pas dans du laïque versus religieux, mais cette question de Medani qui est justement défendue par les manifestants, qui est mise en avant, elle met en avant la notion de liberté d'être religieux ou non, liberté de s'habiller comme on veut, etc. Et d'ailleurs, après, je pense véritablement que le mot Medani est évidemment utilisé à la place de Elmanieh pour aussi des questions de normes sociétales, en fait.
c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus acceptable. Donc C'est le je cas en pense que, Égypte. voilà, exactement, comme c'est le cas en Égypte. Donc, il faut vraiment se dire qu'effectivement, depuis 2003, les Américains ont mis en pouvoir des partis politiques qui sont extrêmement conservatoires, des partis donc, islamistes, chiites et kurdes, et qui vraiment règnent sur la rue et la vie quotidienne à travers leurs milices, et que ça, évidemment, ça limite les choses, et que ça montre une politisation des questions religieuses et identitaire, et il faut lire les choses à travers cette imbrication à la fois donc des questions confessionnelles et religieuses depuis 2003. Alors, je te pose une dernière question, puis après, je passe aux questions du public, parce que sinon, on va être plus dans les temps. Euh, je peux pas, c'est difficile de ne pas te poser cette question, parce que tu as parlé toi-même justement du cas égyptien. Et c'est vrai que quand on t'entend parler de l'Irak, la comparaison avec l'Égypte s'impose. En tout cas, moi, ça me fait énormément penser à ce que j'ai vécu en Égypte en 2011. Et donc, fatalement, la question rabat-joie, puisque on a assisté à la même euphorie et au même rêve, en fait, qui était mis en image d'ailleurs en des termes très proches, hein, que ce soit Oui, tout à fait. en termes linguistiques ou en termes d'image. Et même cette idée très forte aussi que la révolution est féminine par essence, finalement, elle est poétique, elle est féminine. Et puis avec aussi des images extrêmement fortes, avec ces images de soutien-gorge sur les murs, etc. Et on a l'impression aujourd'hui qu'au fond, il reste, au-delà de la répression qui s'est abattue sur le mouvement de lui-même, on a quand même, il est difficile de ne pas se dire qu'il reste peu de choses de ces représentations, en tout cas à l'échelle générale, et qu'au fond, bon, la tentation est forte de se dire c'était finalement quelque chose de peu ancré, en fait, qui avait peu d'ancrage, même si c'était extrêmement fort pour tous les révolutionnaires. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui pour toi, justement là, au niveau de la situation irakienne, fait la spécificité de ce moment, et en quoi pour toi il est porteur de quelque chose qui est potentiellement différent du marasme égyptien? Ouais, c'est une très, très, très bonne question. Je te remercie. C'est vrai que vraiment, la situation en Égypte, elle est tellement terrible. Vraiment, c'est un autoritarisme, aussi ce qu'on appelle vraiment un capitalisme militarisé absolument extrême. C'est vraiment quelque chose. Par exemple, il y a les travaux de Paul Amar qui parlent beaucoup de ça, justement, comment ce régime et cet autoritarisme s'appuient sur une militarisation et sur un néolibéralisme extrêmement agressif. Après, je pense que évidemment la situation égyptienne, irakienne est assez différente. Nous, on est sorti finalement, je dirais, on est sorti de l'autoritarisme du parti unique en 2003, et là, on est rentré dans des nouvelles formes d'autoritarisme multiples. Parce que nous, en Irak, on n'a pas affaire à un régime qui est finalement si fort que ça. On n'a pas affaire à un régime unifié. Et c'est ce qu'on le voit justement quand on parle d'État milice, c'est que finalement, le régime irakien est en implosion. Donc on a aussi l'influence des pays comme l'Iran, qui a une influence absolument centrale dans le rôle que l'Iran joue de soutien, d'armement de ces milices. Donc on a ce conflit aussi, on va dire, régional qui est en jeu en Irak. Donc je pense qu'on a aussi tous conscience du fait que même demander Israt al-Nidam, c'est pas tellement le Nidam, il est déjà fragmenté en réalité. Et évidemment, il y a cette demande de mettre fin à cette élite politique corrompue, militarisée, etc. Mais il y a aussi cette contestation de ce qu'on dit, nous, en Irak, par exemple, c'est qu'avant, on avait un Saddam, maintenant, on a des Saddam à tous les coins de rue. Et donc ça, c'est assez différent, c'est-à-dire que, alors que le régime égyptien est un régime qui est fort, qui est extrêmement fort, qui a une capacité répressive extrêmement puissante. On a je ne sais plus combien de prisons qui ont été construites là, depuis que Sisi est au pouvoir. Donc nous, évidemment, en Irak, on a des prisons secrètes aussi, qui ne sont pas du tout secrètes, tout le monde sait où est-ce qu'elles sont. On a évidemment une répression qui s'intensifie.
qui est absolument terrible, même si elle a toujours été là. Je veux dire, cette répression, elle n'a pas commencé que depuis le soulèvement. Donc, on a évidemment des activistes, des journalistes, des femmes, des manifestantes qui sont soit kidnappées, soit menacées, soit torturées, soit emprisonnées. On a beaucoup, beaucoup de disparus. L'Irak, c'est le pays du monde qui compte le plus de disparus, donc évidemment de décennies de guerre, mais aussi beaucoup de disparus de tous ces conflits qu'on a vécus avec, que ce soit Daesh et tous ces conflits aussi liés à l'intensification des mouvements de protestation. Donc, on a deux choses qui se passent. C'est que d'un côté, on a une intensification des mouvements de protestation et une intensification de la répression. Une répression d'ailleurs qui a été un régime répressif qui a été beaucoup institutionnalisé et renforcé pendant la guerre contre Daesh. Et ça, c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette guerre contre le terrorisme, elle est utilisée en Irak, comme d'ailleurs elle est utilisée en Égypte, et ça se voit notamment, par exemple, dans les régions majoritairement sunnites, où les personnes ne peuvent même pas se permettre de manifester, parce que si elles manifestent, elles vont être accusées d'être terroristes, d'être pro-Daesh, etc. Donc tous ces agendas, je dirais, et ces réalités qui ont des dimensions transnationales et aussi régionales, sont en jeu en Irak. Il n'empêche que ce soit pour l'Irak et pour l'Égypte, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont fondamentalement changé je dirais dans l'imaginaire et l'imagination politique, mais que c'est du long terme. Qu'on parle vraiment là de l'histoire dans le long terme. Je ne pense pas que, par exemple, le soulèvement va changer grand-chose, et on le voit déjà parce qu'il y a déjà un appel au boycott aux élections à venir, des élections d'ailleurs dont l'organisation a été obtenue, l'organisation de nouvelles élections a été obtenue à travers le soulèvement. Mais maintenant, beaucoup de manifestants et tous ces réseaux qui se sont constitués autour du soulèvement appellent au boycott des élections. C'est-à-dire que là, il y a cette idée, on ne va pas cautionner un régime qui nous tue. Donc, bon, on voit bien qu'on ne va pas sortir de là dans les 5 ans qui viennent. C'est sûr, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Et je pense que ça a été le cas des révolutions en Europe. C'est un processus où on a révolution et ensuite on a répression et force de mort, justement, extrêmement... des répressions qui sont extrêmement fortes. Et ensuite, on a de nouvelles révolutions, de nouveaux mouvements sociaux. Donc, moi, je pense que dans le long terme, il y a des choses qui changent. Je pense vraiment aussi, en ce qui concerne l'Irak, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une prise de confiance en soi, il y a vraiment quelque chose au niveau de la vie quotidienne qui s'est passé en fait, avec une contestation de différentes formes d'autorité, par exemple des images très très fortes pendant le soulèvement de jeunes filles qui, par exemple, se révoltaient contre le directeur de l'école, qui ne les laissait pas sortir rejoindre les manifestations. Et en fait, si on regarde encore sur le long terme, moi, ça me fait beaucoup penser aux années 40 en Irak, où justement, on avait ces mouvements étudiants, ces mouvements de lycéens. Tout ça, ça a constitué une imagination et un imaginaire politique en Irak, qui était extrêmement fondamental dans les années 40, 50, 60, comme je le disais, jusque dans les années 80. Ça a créé justement un sentiment d'appartenance, ça a créé une culture politique qui était extrêmement importante. Alors malheureusement, effectivement, on a eu le régime baathiste, etc. Mais je pense que ces choses en fait arrivent en même temps, que c'est des processus qui sont longs, et que même dans le cas de l'Égypte, je pense qu'il faut garder espoir, qu'on est dans certainement une décennie extrêmement difficile, mais je pense qu'il faut quand même garder espoir. On espère que tu as raison. Alors, je te lis les questions qui sont arrivées. Malgré les ravages de la guerre, y a-t-il eu des avancées législatives, des lois plus progressistes en faveur des femmes sous l'impulsion des Américains, comme ce fut le cas au Japon, par exemple, sous occupation américaine après 1945? Non, pas vraiment, non, pas vraiment. Parce que même, par exemple, donc certainement pas sous l'impulsion des Américains, mais même, par exemple, certaines, je dirais, réussites législatives, par exemple, le droit des femmes irakiennes à donner la nationalité à leurs enfants, ça c'est vraiment quelque chose d'inédit à l'échelle de la région, qui a été obtenu donc, parce que la Constitution de 2005 le permet. De toute façon, en fait, ces droits positifs ne sont pas applicables.
C'est-à-dire qu'on est dans un état justement où donc quand on a une loi qui est proposée, donc voilà, elle est votée, etc. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les ta'limat, c'est-à-dire des mesures ou un certain nombre oui, de mesures législatives qui visent à justement appliquer une loi. Et on voit bien que dans le cas de cette loi, personne ne va appliquer une telle loi. Donc elle existe. Et d'ailleurs, la constitution irakienne garantit l'égalité des sexes. Donc la constitution en soi, elle n'est pas, je veux dire, c'est pas un cadre qui est nécessairement euh, si mauvais, mais qui va appliquer cette égalité? Personne. Donc c'est là aussi qu'on voit si on n'a pas justement d'institutions qui fonctionnent, si on n'a pas, si on est dans des situations de fragmentation politique absolument extrême, même si on avait des lois un petit peu positives. Bon, par exemple, on a eu l'obtention d'un quota de 25% de femmes dans les assemblées représentatives. Oui, ça a été mis en place justement dans le cadre de la Constitution de 2005. 30% dans le cas du Kurdistan irakien, mais il n'empêche que quand on voit l'état justement des femmes qui sont au Parlement irakien, ce sont des femmes de parti, ce sont souvent des épouses, ce sont souvent des femmes qui font partie de familles qui sont des familles au pouvoir. Alors évidemment, il y a une évolution entre 2005 et aujourd'hui, il y a quand même aussi l'émergence de nouvelles leaders politiques, mais on voit bien que les quotas n'ont pas vraiment, je veux dire, le quota a permis une présence minimum des femmes au Parlement, mais n'a pas mis au Parlement des femmes qui défendent un agenda, un woman-specific agenda, comme on dit. Donc pas vraiment, je dirais. D'accord. Et alors, comment les militantes investissent-elles les manifestations? Avons-nous des données sur leur participation, taux de femmes dans les manifestations, par exemple? Les manifs sont-elles mixtes? Courent-elles un danger en allant manifester, comme en Égypte, par exemple? Y a-t-il, bon, je pense que ça fait référence au harcèlement sexuel notamment. Y a-t-il d'autres formes de protestation collective, comme les manifestations de salon, femmes portant des pancartes chez elles en Syrie, par exemple? Ouais. Alors, il y a tout ça, en fait. Je dirais, il y a tout ça. Donc, moi, je pense que la participation, alors, on n'a pas vraiment de taux, mais par exemple, je sais que 2015 et 2018, les femmes, la manifestation, leur participation était autour de 15%. S'il y a des chiffres qui circulent, c'est un peu cela. Alors que le soulèvement d'octobre, je dirais qu'on était vraiment à 40%, presque. Et aussi, on avait des jeunes femmes, notamment, qui avaient les rôles traditionnels de celles qui cuisinent, justement, notamment des mères de famille, des personnes plus âgées qui cuisinent, qui nettoient, etc. Mais on avait aussi des femmes qui étaient vraiment en première ligne des manifestations, faisant face aux forces de sécurité, etc. Oui, des manifestations mixtes. D'ailleurs, la question de la mixité, elle est extrêmement centrale parce qu'on a justement, que ce soit les partis en place qui critiquaient justement la mixité entre les sexes, et aussi d'ailleurs le parti, donc le courant sadriste, a aussi critiqué ça en disant que c'était totalement en dehors des règles de bien, des normes sociétales et religieuses, et que justement ça, cette idée de nous sommes mix, jeunes hommes et jeunes femmes et hommes et femmes de tous âges, ça a été extrêmement, vraiment très central. En fait, la question de la mixité, elle a été portée, elle a été revendiquée justement. Elle est devenue une revendication, être ensemble, entre les sexes. Et en ce qui concerne les questions d'harcèlement, c'était un petit peu comme l'Égypte, je pense, c'est-à-dire que en fait, pendant les manifestations, on a eu ce moment un peu de suspension. Alors, quand on pense à l'Égypte et qu'on connaît justement l'histoire des harcèlements de rue qui sont vraiment une réalité très, très dominante dans les espaces urbains en Égypte, et que sur la place Tahrir, au Caire, il y a eu un petit peu ce moment où ça a stoppé quelque part, où les gens se retrouvent et que finalement tout le monde devient un petit peu héroïque et qu'il y a même des normes qui sont mises en suspens. On a eu ça aussi, mais on a eu aussi, et j'utilise beaucoup le terme qui a été forgé par Denise Candiotti, on a eu aussi ce qu'elle a appelé la masculine restoration, c'est-à-dire la restauration de la domination masculine. C'est que dès qu'on est en dehors de ce moment un peu magique, qui est presque un moment théâtral de performance, justement, c'est là qu'on a eu toutes ces attaques, que ce soit du mouvement sadriste, que ce soit justement du régime qui visait à remettre les femmes à leur place, à dire et on a eu aussi évidemment des agressions. Par exemple aussi,
même les campagnes d'arrestation et aussi même la torture des activistes, elle a des dimensions genrées extrêmement sexuelles. On sait que les activistes, par exemple femmes et hommes d'ailleurs, quand ils sont arrêtés et en fait, on les menace, on ne les libère, pour celles et ceux qui ont la chance d'être libérés, on ne les libère qu'après, par exemple, avoir filmé une vidéo d'eux dans des positions sexuelles ou tenant des propos à connotation sexuelle, et en disant, si vous participez encore aux manifestations, en fait, on mettra ces vidéos ou ces photos en ligne. Et donc, on voit vraiment comment les questions sexuelles sont absolument centrales. Et là-dessus, voilà, les choses bougent très, très, très extrêmement lentement. La question de la torture sexuelle, enfin, elle se retrouve absolument partout hein, dans les pays de la région et elle est quasi systématique dans certains pays pour les activistes. Ouais. Tout à fait. Alors, dernière question. Et puis après, c'est les vacances. Le nombre des femmes irakiennes militantes à l'étranger est très limité comparé à d'autres femmes maghrébines ou africaines. D'après vous, quelles sont les causes de l'absence d'implication des femmes irakiennes? Alors, est-ce que c'est une question sur la diaspora, c'est ça? Je pense, oui. Un petit peu, ouais. Je pense que les déplacements en Irak, ils ont commencé depuis très longtemps. Hein. On a des déplacés, on a des générations de déplacés. Et au contraire, d'ailleurs, c'est important, je pense, de mentionner que parmi les grandes militantes comme Hena Edouard, par exemple, ou Yanar Mohamed, Hena Edouard, qui est donc la fondatrice de l'organisation LML, qui est une association absolument majeure, et aussi du réseau des femmes irakiennes, et Yanar Mohamed, qui est la fondatrice de l'organisation l'organisation donc the OFI, the Organization for Women's Freedom in Iraq, qui est aussi une organisation importante de défense des droits des femmes. Ces deux femmes-là, justement, revenaient d'exil en 2003. Elles vivaient en dehors de l'Irak pendant la période de la dictature et sont revenues et ont joué un rôle assez important justement dans les mouvances féministes. Donc non, je pense qu'il y a un certain nombre de femmes. Maintenant, c'est vrai que les diasporas, ou je dirais les déplacements en Irak sont encore en cours. Hein. On a encore des populations qui quittent, des militantes qui quittent, etc. C'est sûr qu'on n'a pas de réseau comme ça a été le cas par exemple pour la Syrie ou comme ça a été le cas, oui, peut-être pour l'Algérie aussi. On n'a pas vraiment de réseau de femmes qui militent depuis l'extérieur. Les choses se passent beaucoup à l'intérieur et on a différentes générations. Donc on a différentes manières aussi comment on dirait en anglais, relate ou d'avoir une... Enfin, je pense qu'il y a la génération d'avant 2003 qui est un autre déplacement, qui est un déplacement de militants, soit islamistes, soit communistes, avec une autre expérience politique. Et ensuite, en ce qui concerne la jeune génération, et par exemple, tous ces jeunes qui sont nés dans les années 90 ou 2000 ont connu un Irak post-occupation avec des problématiques quand même extrêmement différentes, qui ne sont plus les problématiques de la dictature, qui sont voilà, toutes les problématiques que j'ai développées. Donc, effectivement, il n'y a pas de réseau en tant que tel, mais voilà, il y a des individus qui finalement ont une relation plus ou moins importante et en fonction de pourquoi ils ont quitté le pays, elles ont quitté le pays, vont construire. Et, je veux dire, moi, j'ai des fois un petit peu des difficultés avec cette génération qui a quitté l'Irak depuis 30 ans et qui parle encore uniquement, par exemple, de l'occupation américaine. Et je le montre dans mes recherches, évidemment, c'est absolument central de parler des questions d'impérialisme, mais aujourd'hui, on est aussi dans des problématiques qui s'ajoutent et qui sont aussi complexes, de questions aussi régionales, etc. Et donc, finalement, cette génération qui n'a pas trop connu l'Irak post-2003 ou qui est restée sur ces agendas un peu... je pense qu'il n'y a pas toujours justement de dialogue transgénérationnel et que ce dialogue est un petit peu difficile au vu aussi du changement très rapide des réalités depuis 2003. Merci beaucoup, Zahra. Merci. C'est un plaisir de t'écouter et c'est un plus grand plaisir encore de t'interroger et de discuter avec toi.
J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. En tout cas, C'est merci moi qui d'avoir... vous remercie au Carré, et je te remercie beaucoup Claire pour tes questions et merci à celles et ceux qui nous écoutent. Je sais qu'on en a tous, on est tous fatigués de Zoom, donc je suis vraiment très contente qu'on ait pu avoir des très bonnes questions et une très jolie audience aujourd'hui. On attend avec impatience ton prochain livre, en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la pause d'été au Carême, donc les webinaires reprendront en septembre. En attendant, vous pourrez retrouver ceux de cette année et consulter le site carep-paris.org. N'hésitez pas à nous rendre visite et un bon été à tous, un bon été à toi, Zara, et bon travail. Merci, merci beaucoup, Au merci, revoir. bye bye. Bye.